Suite de ma lecture du livre La trilatérale règne sur l'Amérique par Anthony C. Sutton. La Corporation for Public Broadcasting, censée être une institution publique, est depuis longtemps inféodée à la trilatérale. Cela manifeste la place que la trilatérale s'est taillée dans l'espace public, comme dans le secteur privé, toujours pour servir ses intérêts. Sharon Percy Rockefeller, femme de John D. Rockefeller IV, ancien gouverneur désormais sénateur de Virginie occidentale, est un exemple vivant de ces collusions. Le financement par des entreprises représentées au sein de la trilatérale ou partageant ses idées et des programmes importants de PBS pour façonner l'opinion publique est essentiel. Robert C. Wanks, membre de la trilatérale en 1994, est parallèlement PDG de Prudential Securities Inc. et un soutien financier de l'émission Wall Street Week with Louis Rukeyser. Vous n'entendrez jamais Rukeyser critiquer le monopole de la Réserve fédérale sur les banques privées ou évoquer le fait que l'or pourrait être la seule base de tout système monétaire stable. Le Tony Brown's Journal sur PBS est financé par Pepsi Cola, une grande multinationale liée à la trilatérale. Il y a toujours un ou deux, au moins, des membres de son conseil d'administration qui font partie de la commission trilatérale. Pepsi est l'une des entreprises les plus enthousiastes au sujet du nouvel ordre mondial, et comme vous devez le savoir, elle a été la première autorisée à se positionner sur le marché de la Chine communiste et la deuxième en Russie soviétique après Coca-Cola. La célèbre News Hour de McNeil et de Lehrer est produite par Archer Daniels Midland, une multinationale ayant Dwayne Andreas, membre de la trilatérale, pour PDG. Pepsi Cola prend elle aussi part au financement du duo McNeil-Lehrer. General Electric est un autre groupe depuis longtemps déjà impliqué dans la commission trilatérale. Petite parenthèse, vous savez, ceux qui ont racheté la partie de nucléaire de Alstom, qui a été rachetée pour 2 fois son prix par le gouvernement Macron un peu après. Paolo Fresco est l'actuel président de la trilatérale et il finance le groupe de McLaughlin. Dès lors, comment pourrait-on croire que PBS soit un média impartial quand il s'agira d'évoquer le nouvel ordre mondial ? Et cet organisme subventionné par le gouvernement est censé être une institution publique. A l'inverse, cela illustre parfaitement comment la trilatérale s'est influencée en douceur les établissements publics. De nombreux médias sont liés à la trilatérale. Le New York Times, Cyrus R. Vance, 1978, et Flora Lewis, 1994, CBS, Arthur R. Taylor, années 70, et Henry B. Chart, 1970-72, le Los Angeles Times, Harold Brown, 1979, et Robert Herburn, 1994, le Time, Hedley Donovan, le Foreign Policy Magazine, Samuel P. Huntington, Thomas L. Hughes, Richard N. Cooper, Elliot L. Richardson, Marina von Neumann-Whitman, Richard Holbrooke et Zbigniew Brzezinski, la revue Foreign Affairs, William M. Roth et Seafred Bergston, le Chicago Sun-Times, Emmett Dedmon, CNN v. Thomas Johnson, 1994, le Washington Post, Katharine Graham, 1994. Politique et sphère de gouvernement. Les membres de la trilatérale font pour beaucoup de la politique. En 1977, sur 77 membres de la trilatérale aux États-Unis, 27 étaient des politiciens professionnels ou de hauts fonctionnaires. En 1993, ce dernier nombre s'est accru pour atteindre 39. En 1977, le président Jimmy Carter et le vice-président Walter Mondale étaient issus de la trilatérale. Il en était de même en 1993 pour le président Bill Clinton et le vice-président Albert Gore. Il va sans dire que leur sélection par la commission trilatérale a été faite très longtemps avant qu'ils ne prennent possession de la Maison-Blanche. Fait remarquable, le président Jimmy Carter a été désigné et soutenu par le président de la trilatérale, David Rockefeller. En 1992, le soutien de la trilatérale envers Bill Clinton fut plus discret en raison de l'augmentation du nombre de critiques publiques proférées contre la commission trilatérale et son influence déterminante. Voici comment le Times de Londres signalait les liens Rockefeller-Carter. Le gouverneur Jimmy Carter, candidat démocrate pour les élections présidentielles de 1976, a pour des raisons inconnues de lui seul prétendu avoir des mains immaculées en matière de politique étrangère. Mais les faits montrent que la réalité est nettement différente. En tant que gouverneur de Géorgie, un État aspirant à devenir le centre d'un nouveau Sud, il a dirigé les missions commerciales de son État à l'étranger.
De fait, à Londres, à l'automne 73, il a dîné avec un autre visiteur américain, plus qu'impliqué dans la politique internationale, David Rockefeller, de la Chase Manhattan Bank. Monsieur Rockefeller a établi, avec l'aide du professeur Zbigniew Brzezinski de l'Université Columbia, un groupe international d'études, la Commission trilatérale. Il était à la recherche de membres américains qui fussent un peu en dehors des sentiers battus de l'université, des cabinets d'avocats, des grandes entreprises et du gouvernement. Il fut impressionné par le gouverneur, qui s'était démarqué de ses collègues, et l'invita à le rencontrer. Le gouverneur Carter, peut-être parce qu'il lorgnait déjà à la Maison-Blanche, ne fut que trop heureux d'accepter. Cette déclaration intéressante publiée par le Times comprend une erreur de taille. La Commission trilatérale n'est pas un groupe international d'études. Il s'agit très clairement d'un groupe qui conçoit des politiques et qui essaye de faire en sorte que ses propres membres fassent tout leur possible pour mettre en œuvre ces mêmes politiques. Un simple groupe d'études ne placerait pas un tiers de ses membres au gouvernement, après gouvernement, qu'ils soient républicains ou démocrates. La trilatérale est, contrairement à ce que prétend le Times, un collectif d'action recherchant à promouvoir ses propres desseins. Le Congrès. Plusieurs sénateurs et députés sont membres de la commission trilatérale, ce qui, étant donné l'inimitié manifeste régnant entre la trilatérale et le Congrès, peut paraître un brin surprenant. En outre, les politiciens modernes, qui croient en leur leitmotiv « l'argent peut acheter jusqu'au Congrès le plus honnête », n'ont pas de mal à lui faire gober des politiques incohérentes tant que le prix qu'ils y consentent est juste. Des membres de la trilatérale occupent également des postes clés à la Chambre des représentants, le président du groupe parlementaire républicain, le leader de la majorité au Sénat, le président des démocrates ou le président du caucus démocrate. En bref, la trilatérale bénéficie d'une fenêtre ouverte sur les processus législatifs. L'importance de ce verrou au sein du pouvoir législatif devient plus qu'évidente lorsqu'on se penche sur l'idéologie politique du trilatéralisme telle qu'elle est exprimée par Crozier, Huntington et Watanuki dans The Crisis of Democracy. Le système politique démocratique n'est plus d'actualité. Les notions d'égalité et d'individualisme donnent du fil à retordre aux autorités. Les médias ne sont pas suffisamment inféodés aux élites. La démocratie doit être rééquilibrée, c'est-à-dire restreinte. Les prérogatives et les pouvoirs du gouvernement central doivent être augmentés. En prenant en considération ces propositions totalitaires manifestant la philosophie politique de la trilatérale hostile au Congrès, les lecteurs se demanderont sans doute si les parlementaires, membres de la trilatérale, défendaient ces idées politiques dès avant d'être élus au Congrès. En tout cas, en 1978, 5 sénateurs étaient parallèlement membres de la trilatérale. Lawton Chiles, démocrate de Floride, Alan Cranston, démocrate de Californie, chef de la majorité au Sénat, John C. Culver, démocrate de l'Iowa, John C. Danforth, républicain du Missouri, William V. Roth Jr., républicain du Delaware. Pour 1994, il faudrait encore ajouter les sénateurs Dianne Feinstein, Charles Robb, John Chafee et William S. Cohen. Cette répartition reflète parfaitement la majorité dont disposaient les démocrates au Sénat. 3 démocrates contre 2 républicains. Et il est tout à fait formidable que le leader de la majorité au Sénat, un poste clé au sein de l'auguste assemblée, soit un membre de la trilatérale. En outre, ces 6 députés étaient en 1978 des membres de la trilatérale. John B. Anderson, républicain de l'Illinois, président du caucus républicain, John Brademas, démocrate de l'Indiana, chef de la majorité, William S. Cohen, républicain du Maine, Barber B. Conable, Jr., républicain de New York, Thomas S. Foley, démocrate de Washington, président du caucus démocrate, Donald M. Fraser, démocrate du Minnesota, président de la conférence démocrate et des Americans for Democratic Action. En bref, les plus importantes fonctions politiques, républicaines comme démocrates, sont conférées à des personnalités issues du vivier de la commission trilatérale. Cette méthode de sélection des têtes pensantes des sommets du pouvoir exécutif afin de renforcer l'influence des membres de la trilatérale est délibérée et résolue. Avant que le président Carter ne soit officiellement investi de ses fonctions, de nombreux membres de la trilatérale ont été nommés à des postes de premier plan. Zbigniew Brzezinski, conseiller à la sécurité nationale du président, Cyrus Vance, secrétaire d'État, Harold Brown, secrétaire de la Défense, W. Michael Blumenthal, secrétaire du Trésor, Andrew Young, ambassadeur auprès des Nations Unies, Warren Christopher, secrétaire d'État adjoint,
Lucy Wilson Benson, assistante du secrétaire d'État pour les affaires de sécurité, Richard Cooper, assistant du secrétaire d'État pour les affaires économiques, Richard Holbrooke, assistant du secrétaire d'État pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, W. Anthony Lake, assistant du secrétaire d'État pour la planification politique, Sol Linovitz, comptant parmi les négociateurs des traités Torrijos-Carter au sujet du canal de Panama, Gerard Smith, ambassadeur extraordinaire pour les négociations sur les armements stratégiques. La trilatérale et l'administration Clinton. Tous les cabinets depuis l'administration Carter ont abrité un nombre incroyablement élevé de membres de la commission trilatérale. Pour la forme, ils démissionnent de la trilatérale pour entrer au gouvernement, mais ils la rejoignent aussitôt leur fonction publique terminée. Ces démissions, entre guillemets, ne sont donc que des dupris, et cette porte à tambour gouvernement-monde privé permet à un petit groupe élitiste de conserver durablement toute son influence. Petite parenthèse, ça a été un peu le même cas avec certains ministres de la Santé, avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Le président Bill Clinton est un ancien membre de la trilatérale se dévouant au service du bien commun. Entre guillemets, hein. Quand il quittera la Maison-Blanche, Clinton regagnera sans aucun doute la trilatérale. Dans les faits, il n'aurait pu accéder à la présidence sans avoir reçu l'approbation puis le soutien de cette même trilatérale. En juillet 1993, au sein de son cabinet, nous trouvions de nombreux membres de la trilatérale. Bill Clinton, président des États-Unis. Alors, petite parenthèse, en plus de la commission trilatérale, il cumule souvent l'organisation secrète de Yale, Skull and Bones, et parfois aussi le Bohemian Grove, Bohemian Club à San Francisco. Warren Christopher, co-directeur de l'équipe de transition avec Vernon C. Jordan, lui aussi de la trilatérale, de sorte que le processus de changement d'administration a été entièrement verrouillé par la trilatérale. Bruce Babbitt, secrétaire au travail des États-Unis, Donna E. Shalala, secrétaire à la santé et aux services sociaux des États-Unis, Henry Cisneros, secrétaire au logement et au développement urbain des États-Unis. En 1994, la trilatérale a acquis d'autres places intéressantes au sein du cabinet présidentiel. Graham Allison, assistant du secrétaire à la défense pour la planification politique, Lynn E. Davis, sous-secrétaire d'État à la sécurité internationale, John M. Deutsch, sous-secrétaire à la défense pour les acquisitions, David Gergen, conseiller en communication du président, Winston Lord, secrétaire d'État adjoint pour l'Asie et le Pacifique, Alice M. Rivlin, directrice adjointe du bureau du budget, Joan Edelman-Sperot, sous-secrétaire d'État pour l'agriculture et les affaires économiques, Strobe Talbot, secrétaire d'État adjoint et ancien ambassadeur en Russie, Peter Tarnoff, sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques, Clifton R. Wharton, secrétaire d'État adjoint de 91 à 93, remplacé par Strobe Talbot. La trilatérale verrouillait en outre d'autres places gouvernementales au sein de l'administration Clinton. William J. Crowe Jr., ambassadeur des États-Unis auprès du Royaume-Uni, Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale, James R. Jones, ambassadeur des États-Unis au Mexique, Joseph S. Nye Jr., président du Conseil national du renseignement de la CIA. En tant que coordinateur, George Franklin Jr. a affirmé en 1978 que la commission trilatérale ne choisissait pour membres que des individus partageant les perspectives et les objectifs du nouvel ordre mondial. Le président Bill Clinton est dans ce sens le membre idéal, toute sa carrière ayant été placée sous l'aura et les desiderata des promoteurs du nouvel ordre mondial. Voir le JBS Bulletin, octobre 1992. Clinton a obtenu en 1968 un diplôme de politique internationale à l'université de Georgetown, où il put recevoir les enseignements de Carroll Quigley, dont le célèbre ouvrage Tragedy and Hope, Tragédie et Espoir, est paru en 1966. Quigley dévoile l'entreprise d'un groupuscule élitiste britannique financé par les Rothschild et Cecil Rhodes, avec l'ambition de gouverner la planète. Rhodes a créé les bourses portant son nom au sein de l'université d'Oxford, et Clinton, bon dévot du nouvel ordre mondial, a compté parmi leurs bénéficiaires. Donc petite parenthèse, bien que Carroll Quigley fut critique du nouvel ordre mondial, malheureusement il a un de ses élèves qui est Bill Clinton qui s'est empressé d'être fasciné par les groupuscules dont il parlait.
Un certain aspect de la pensée de Quigley est largement méconnu, et je le sais pour avoir échangé avec cet auteur différentes lettres au sujet de Tragedy and Hope. Quigley croyait sincèrement en la bienfaisance du nouvel ordre mondial, mais il n'était pas conscient de la volonté de nuire propre à de nombreux mondialistes, en tout cas jusqu'à ce que ces derniers empêchent la réimpression de son ouvrage. Quigley avait déjà alerté un trop grand nombre d'universitaires et de citoyens honnêtes à propos des dommages collatéraux propres au nouvel ordre mondial. Ce qui différencie Quigley de Clinton, c'est la moralité. Il est manifeste que Quigley était un intellectuel honnête, quelque peu naïf, certes, mais véritablement perplexe quant au fait de savoir pourquoi l'establishment désirait garder confidentiels les secrets dévoilés par Tragedy and Hope. A l'inverse, Clinton a rapidement appris à tirer profit de l'influence politique du nouvel ordre mondial dans le sillage des Rothschild et de Rhodes. De fait, si Quigley est mort perplexe et en solitaire, Bill Clinton a été soutenu à tous les moments décisifs de sa carrière, jusqu'au début de l'année 1994 en tout cas, par les membres de la trilatérale et leurs amis, ce qui vaut à leur protégé une réputation de duperie et de sournoiserie jamais égalée par un président des États-Unis dans le passé. Au moment où nous écrivons, janvier 1994, Clinton doit affronter des difficultés. Nous avons même été mis au fait de rumeurs affirmant qu'il va être politiquement détruit pour être remplacé par un autre membre de la trilatérale, l'ancien maire de San Francisco, Dianne Feinstein, désormais sénatrice. Il ne faudrait pas s'y méprendre, la trilatérale tient fermement la présidence et ne laissera pas d'exercer son influence sur les locataires de la Maison-Blanche. Alors, petite parenthèse, est-ce que l'événement qui avait été prévu par la trilatérale, ça aurait été de lui mettre dans les pattes 3 ans après, je crois, hein, en 97. La Lewinsky, vous savez, qui avait été prise en flagrant délit sous le bureau de Clinton. Je sais pas. Dans tous les cas, Sutton nous dit ici, nous avons même été mis au fait de rumeurs affirmant qu'il va être politiquement détruit. Intéressant. Chapitre 3. Le nouvel ordre mondial pour objectif. Jetez un coup d'œil sur la liste des membres du comité exécutif de la trilatérale. Qui est selon vous l'individu le plus influent de ce groupe ? Il ne fait aucun doute que David Rockefeller domine le comité exécutif et par là la trilatérale tout entière. Si nous étions assez ingénus ou naïfs pour considérer tous les membres du comité exécutif comme ayant des pouvoirs égaux, David Rockefeller resterait malgré tout une sorte de primus inter pares, c'est-à-dire premier parmi les pairs, mais il serait tout aussi insensé de considérer David Rockefeller comme un dictateur tout-puissant ou la famille Rockefeller comme une dynastie jouissant d'un pouvoir monarchique absolu. C'est un piège dans lequel pourraient tomber les exaltés. Le monde est infiniment plus complexe. Nous devons nous intéresser à un clan de plusieurs familles, à un collectif de détenteurs du pouvoir comptant au moins plusieurs centaines de membres, si ce ne sont des milliers, cherchant à s'approprier en groupe la planète et non seulement les États-Unis pour atteindre des objectifs communs. Petite parenthèse, un petit peu comme ceux qui jouent en groupe à l'euro-million, vous savez. Procédons étape par étape. La commission trilatérale est née d'une idée de David Rockefeller et elle a été capable d'agir grâce à ses financements précoces. Laissons de côté pour le moment la théorie du Parti travailliste américain, selon laquelle le trilatéralisme instrumentaliserait les Rockefeller pour en faire la couverture d'un complot britannique. Un entretien avec George S. Franklin, ancien coordinateur de la trilatérale, réalisé par Michael Lloyd Chadwick, journaliste de The Freeman Digest, publié à Provo dans l'Utah, est sans doute l'explication la plus juste du processus qui a vu naître la commission trilatérale, processus encore peu connu. Voici les extraits qui nous intéressent. Monsieur Chadwick. Monsieur Franklin, vous avez pris part avec messieurs David Rockefeller, Robert Bowie, Zbigniew Brzezinski et Henry Owen à la fondation de la commission trilatérale. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots, en guise de bref historique, comment celle-ci a vu le jour ? Monsieur Franklin. David Rockefeller, au cours de l'hiver et du printemps 72, a pris plusieurs fois la parole lors de réunions organisées par la Chase Manhattan Bank à Londres, Bruxelles, Montréal et Paris. Il a fait part de son désir de voir à l'œuvre une commission internationale vouée à la paix et à la prospérité de l'humanité, ce qui est aujourd'hui la commission trilatérale. Lors de ses allocutions, son auditoire n'a pas été des plus enthousiastes et David Rockefeller a mis son idée de côté. Il était persuadé que, je cite, « Si les forums de la Chase Bank n'ont pas répondu favorablement à mon inspiration, c'est qu'il s'agit probablement d'une mauvaise idée. » Sur ce, il assista à une réunion du groupe Bilderberg. Mike Blumenthal, désormais secrétaire au Trésor,
y participait lui aussi et dit « Vraiment, je suis extrêmement inquiet. La coopération entre ces 3 points du globe, le Japon, les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, est réellement en train de tomber en lambeaux, et cela présage toutes sortes de fléaux pour la planète si cela continue. N'y a-t-il rien à faire pour empêcher de tels désastres ?» Fin de la citation. David Rockefeller lui fit alors part de ses pensées. « Je vais reformuler l'une de mes inspirations. » Il prit la parole pour ce faire et suscita un vif enthousiasme. Les 8 intervenants suivants trouvèrent sa suggestion proprement excellente. L'un d'eux a affirmé qu'il fallait tout faire pour la transformer en réalité. David Rockefeller n'était pas très sûr de la fiabilité de ces individus. Il n'aurait su dire s'ils étaient tout simplement obséquieux ou si vraiment son idée leur avait plu. Quoi qu'il en soit, il a effectué son voyage de retour en avion avec Zbigniew Brzezinski. Ce dernier considérait qu'il s'agissait d'une très bonne idée et qu'il écrirait quelque chose pour la soutenir. Robert Bowie a lui aussi écrit en sa faveur. À son retour, David m'a demandé si je voulais bien retourner en Europe afin de converser avec différentes personnalités pour voir qui trouvait vraiment que son inspiration était bonne. Dans l'ensemble, tout le monde s'est montré enthousiaste. David Rockefeller et moi sommes allés au Japon en juin 1972 pour discuter avec un grand nombre de personnes. Tous ont trouvé bonne l'idée de David et nous avons donc organisé une rencontre pour une quinzaine d'individus dans sa propriété de Tarrytown, New York. Il y fut décidé d'aller de l'avant et de tâcher de donner belle forme à ses inspirations. Il n'y a aucune raison de douter de ce que la genèse de la trilatérale ait été telle. Nous n'avons aucune preuve nous incitant à penser que Franklin nous cacherait quelque chose. Remarquez bien que la façon dont la commission trilatérale a été créée suggère une coalition de pouvoirs quelque peu en vrac, tantôt en concurrence les uns avec les autres, tantôt en collaboration, mais certainement pas un petit cénacle conspirateur resserré et dirigé avec une poigne de fer par les Rockefeller. Cependant, même le Washington Post, journal par excellence de l'intelligentsia, a relevé plus d'une caractéristique troublante au sujet de la commission trilatérale et de sa volonté prétendue d'être totalement désintéressée en matière d'actualité et de politique. En conséquence, il n'est pas surprenant que les objectifs de la trilatérale ne soient pas criés sur tous les toits, mais qu'ils doivent être déduits de ses déclarations de politique générale, de ses rapports et de ses prises de position, sans oublier les options philosophiques prises par ses membres. Reproduisons une remarque intéressante du Washington Post. Les membres de la trilatérale ne sont pas du genre à voir comme 3 visages. Ils appartiennent à une organisation internationale privée et non pas secrète, lancée par un très riche banquier, David Rockefeller, afin d'encourager le dialogue entre les élites de l'Europe de l'Ouest, du Japon et des États-Unis. Mais il y a une chose qui peut troubler à propos de cette commission trilatérale. Le président des États-Unis, élu par la nation, en est membre. Il en est de même pour Walter F. Mondale, vice-président également élu. Et c'est encore le cas des nouveaux secrétaires d'État à la Défense et au Trésor, respectivement Cyrus Vance, Harold Brown et Michael Blumenthal. Il ne faudrait pas non plus oublier Zbigniew Brzezinski, ancien cadre de la trilatérale, et conseiller à la sécurité nationale de Carter, ainsi que de nombreux autres notables qui superviseront ces 4 prochaines années la politique étrangère de l'Amérique. Alors, petite parenthèse, je suis étonné qu'il ne cite pas Kissinger. Ces observations du Washington Post auront sans doute été portées à la connaissance de David Rockefeller, parce que dans les années 90, Katharine Graham, présidente du conseil d'administration de la Washington Post Company, directrice du journal, est devenue membre de la commission trilatérale. Alors, petite parenthèse, vous savez, le Washington Post, c'est ce journal, entre autres, qui ont mis Alex Jones au pilori et qui l'ont ridiculisé, qui l'ont moqué, qui ont contribué à la fermeture de son site web, sa chaîne YouTube, etc. Juste parce que lui, Alex Jones, il savait tout ça. Même si l'influence de la trilatérale ne s'est pas fait démentir, le Washington Post n'a plus jamais risqué de remarques au sujet de choses qui pourraient troubler. Nous avons donc analysé l'organigramme de la Maison-Blanche pour le début des années 70. Aujourd'hui, en 1994, les choses n'ont pas bougé. L'administration reste largement inféodée à la trilatérale. Tout comme le président Jimmy Carter il y a quelques années, le président Bill Clinton fait partie de la trilatérale. Son secrétaire d'État Warren Christopher compte parmi les membres fondateurs de la commission trilatérale. Et nous pourrions citer encore 22 autres membres du cabinet et de l'administration Clinton. Les opinions personnelles des personnes désignées par Carter sont les mêmes que dans le cas de Clinton.
Tous ces individus adhèrent plus ou moins directement à la thèse d'un nouvel ordre mondial devant dominer la planète. A l'inverse, par exemple, du président Truman qui était anti-impérialiste, ces nouveaux présidents sont impérialistes. Nous connaissons l'attitude des membres de la trilatérale à l'égard du nouvel ordre mondial grâce à leurs propres écrits et discours. Lorsque la commission trilatérale s'est réunie en janvier 1977 au Japon, à Tokyo, Carter et Brzezinski ne purent bien évidemment pas assister aux discussions, car ils étaient encore en train de remanier les personnels de la Maison-Blanche. Ils ont toutefois adressé des lettres aux participants de cette session, retranscrites dans la revue Trialogue. C'est avec le plus grand plaisir que j'adresse mes salutations à tous ceux qui prennent part au rassemblement de la commission trilatérale à Tokyo. Je garde un excellent souvenir de notre précédente réunion à Tokyo il y a 18 mois, et je suis triste de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Mon activité au sein de la trilatérale depuis sa création en 1973 a été pour moi une expérience inoubliable qui m'a donné d'excellentes occasions de faire la connaissance des dirigeants de nos 3 régions. Comme je l'ai mis en avant au cours de ma campagne, nouer un partenariat étroit entre nous est de la plus haute importance. Nous partageons de mêmes problèmes économiques, politiques et de sécurité, ce qui rend légitime de rechercher une coopération et une compréhension commune toujours plus grande. Cette collaboration est essentielle, non seulement pour nos 3 régions, mais également pour la recherche universelle d'un ordre mondial plus juste et équitable. C'est nous qui soulignons. J'espère vous revoir lors de vos prochaines sessions à Washington, et je suis impatient de connaître les comptes rendus des travaux que vous réalisez à Tokyo. Jimmy Carter. Dans une veine similaire, voici la lettre de Brzezinski. La commission trilatérale a été très importante pour moi ces dernières années. Elle m'a été un stimulant intellectuel et une source de satisfaction. J'ai noué d'étroites relations avec de nouveaux amis et des collègues issus de nos 3 points du globe, liens que j'apprécie à leur juste valeur et qui, j'en suis sûr, ne sont pas près de disparaître. Je reste convaincu de ce que, sur les questions les plus importantes de notre temps, une collaboration entre nos 3 régions est plus que nécessaire. Cette coopération doit tendre à l'établissement d'un ordre mondial plus juste et équitable, c'est nous qui soulignons. Le chemin sera long, mais je pense que nous pouvons envisager l'avenir avec confiance et être fiers des actions menées par la commission trilatérale. Zbigniew Brzezinski. Dans ces 2 missives, l'expression la plus intéressante est « un ordre mondial plus juste et équitable ». Cette répétition voudrait-elle signifier que l'ordre actuel des choses dans notre monde d'aujourd'hui avec ses structures nationales ne serait pas bon ? En effet, d'après Brzezinski, et comme le système actuel serait inefficient pour résoudre les problèmes de notre temps, il devrait être aboli et remplacé par un gouvernement mondial. Dans l'ouvrage Technotronic Era de Brzezinski, l'État-nation comme cellule fondamentale de la vie de l'homme en société a cessé d'être la première force d'initiative. Les banques internationales et les multinationales sont déjà en train d'agir et de planifier l'avenir en des termes qui sont très en avance sur les concepts politiques induits par l'État-nation. Fin de la citation. Comprendre la philosophie et l'influence de la commission trilatérale est la seule issue que nous ayons pour trier la multitude d'informations apparemment contradictoires filtrées à travers le prisme de la presse nationale. Par exemple, comment se fait-il que le régime marxiste angolais soit en grande partie une conséquence des opérations de la Gulf Oil Corporation ? Pourquoi Andrew Young a-t-il insisté sur le fait que le communisme n'a jamais été une menace pour les Noirs en Afrique ? Pourquoi les États-Unis ont-ils aidé l'URSS et la Chine communiste côté technologie ? Pourquoi les États-Unis semblent aider leurs ennemis tout en faisant du tort à leurs alliés ? Ces interrogations et des centaines d'autres ne peuvent être expliquées que d'une seule façon. Le pouvoir exécutif américain et les agences qui y sont rattachées n'est ni anti-marxiste ni anti-communiste, mais en réalité pro-marxiste. Ces idéaux qui ont conduit aux excès de Hitler, Lénine, Staline ou encore Mussolini sont désormais promus par nos dirigeants, élus ou désignés, au rang de mots nécessaires. Tout cela ne renvoie guère au rêve américain. Il est plus que douteux que les Américains soient d'accord avec Brzezinski ou la commission trilatérale. Mais ce sont les Américains qui en payent les frais et en subissent les conséquences, sans toutefois comprendre la vraie nature du mal qui leur est infligé. L'une des structures les plus importantes de la planète, et de l'Amérique en particulier, n'est autre que la Constitution des États-Unis. C'est un document promulgué par ce qui semble être la nation la plus prospère de l'histoire de l'humanité. Mais notre souveraineté ne serait-elle vraiment plus qu'une fiction ? La perception qu'elle propose des États-Unis ne serait-elle plus compatible avec la réalité ? Plus loin, Brzezinski déclara
Le bicentenaire de la déclaration d'indépendance approchant, ce serait un bon moyen de justifier la convocation d'une Assemblée nationale constituante afin de réexaminer le système institutionnel de la nation. Ainsi, l'année 1976 ou 1989, les 2 bicentenaires de notre Constitution, pourraient servir d'occasion pour intensifier le dialogue national sur le bien fondé des structures établies. Le réalisme, toutefois, nous oblige à reconnaître que les innovations politiques dont nous avons grand besoin ne viendront pas d'une réforme constitutionnelle directe, aussi souhaitable que cela puisse être. Les changements nécessaires se feront plus probablement progressivement et d'une façon moins évidente, en accord avec la tradition américaine qui souhaite que l'on maintienne un flou entre institutions publiques et privées. Alors, petite parenthèse, cette façon de faire, progressive et insidieuse, elle est marquée sur nos chèques de banque, comme je l'avais dit il y a quelques années, quand vous zoomez très fort sur les lignes qui composent les chèques de banque, là où vous mettez les montants et la signature, eh bien, il est marqué une phrase à propos de l'Union européenne qui dit que les choses ne se feront pas d'un commun accord, mais de fait et progressivement. En substance, c'est ça. Regardez la phrase qui est, je crois, de Robert Schuman, la phrase complète sur Internet. Donc ça me rappelle ce passage. Les changements nécessaires se feront plus probablement progressivement et d'une façon moins évidente. Bien sûr, Brzezinski et le grand capital mondialiste n'ont que faire de la souveraineté nationale ou de la Constitution. Leurs intérêts sont mondiaux et à moins qu'ils puissent nous en convaincre, nous ne voyons aucune différence entre le mondialisme de la trilatérale d'un côté et par exemple l'impérialisme français ou britannique du XIXe siècle de l'autre, ou encore du Saint-Empire romain germanique il y a quelques années. Mais les objectifs du nouvel ordre mondial ne sont pas près d'être entérinés par l'électorat. En dehors d'une poignée de mondialistes, qui ne sont qu'autant de fanatiques du nouvel ordre mondial, nous doutons de ce que beaucoup d'Américains soient emballés par une économie mondialisée et planifiée sous l'égide de Wall Street. Pour conclure, étant particulièrement pressé de parvenir à ses fins, la commission trilatérale ne fait pas mystère de son caractère non représentatif, ni de ses objectifs concernant le nouvel ordre mondial. Revenons-en à l'entretien radiophonique évoqué supra, datant de 1978, avec George Franklin Jr., alors coordinateur de la commission trilatérale. Pendant l'interrogatoire de l'intéressé, les divers dessins dont nous venons de parler ont émergé les uns après les autres. Sutton. Monsieur Donovan, de Time Life, vient d'être nommé conseiller spécial du président Carter. Monsieur Donovan fait partie de votre association. Franklin. C'est juste. Cela ne montre-t-il pas que l'administration Carter n'est recrutée qu'au sein d'un vivier extrêmement réduit, lequel serait, pour parler plus franchement, la commission trilatérale ? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de confirmer ces allégations. C'est un fait. Le président a choisi nombre de ses principaux collaborateurs en matière de politique étrangère, il n'y a pas de honte à le dire, parmi les personnalités qu'il a rencontrées lorsque lui-même faisait partie de la commission trilatérale. Parfait. Dans ce cas, je ne peux que renouveler ma précédente affirmation. Tout homme doué de raison ne peut qu'avoir l'impression de ce que l'administration Carter est verrouillée par la commission trilatérale et ses idées très particulières avec lesquelles la plupart de nos concitoyens ne sont pas d'accord. Eh bien, je suis d'accord pour dire que les personnes par ailleurs membres de la trilatérale occupent des fonctions essentielles au sein de l'administration Carter, notamment pour les postes liés à la politique étrangère. Ce n'est pas parce qu'ils font partie de la trilatérale que nous les contrôlerions d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'ils partagent simplement une conviction commune. Il est très important de coopérer étroitement avec l'Europe et le Japon, car sans cela, nos difficultés se multiplieraient. Sutton. Mais cette conviction commune peut ne pas refléter l'opinion du peuple américain. Comment pourriez-vous le savoir ? Je ne sais pas ce que les Américains pensent. Je ne compte pas parmi ces hommes qui ont l'outrecuidance d'interpréter ce que sont censés penser leurs concitoyens. En d'autres termes, vous êtes tout à fait disposé à aller de l'avant et à établir un groupe qui, selon ce que vous venez de dire, ne reflète pas nécessairement les aspirations des citoyens des États-Unis. Il me semble que vous vous êtes pourtant emparé du pouvoir politique. Je ne crois pas qu'il y ait la moindre once de vérité dans vos propos. Toute personne qui fonderait une association ayant des buts définis ferait évidemment en sorte de parvenir à atteindre ses objectifs. Nous pensons qu'il est essentiel pour l'Europe, le Japon et les États-Unis de travailler de concert. Cela, nous en sommes certains. Parallèlement, pour membres de la trilatérale, nous choisissons les individus qui nous paraissent les plus compétents. Par chance, presque toutes les notabilités que nous avons approchées ont accepté notre proposition. Le président actuel fut dans le lot, et il en est arrivé à être persuadé que la trilatérale recelait de gens compétents
et il a demandé à ces derniers d'entrer dans son gouvernement. C'est aussi simple que cela. Si vous avez l'intention de me demander si je suis affligé par cet état de fait, la réponse est non. Je pense que ce seront d'excellents gouvernants. Le lecteur pourra en faire sa propre interprétation. Aujourd'hui, en 1994, nous sommes du même avis qu'en 1973 et 1978, date de cette émission radiophonique. La commission trilatérale n'est pas représentative des États-Unis. Elle a clairement démontré par ses actions qu'elle n'est qu'un groupuscule cherchant à instrumentaliser le pouvoir pour servir ses intérêts et que ses objectifs ainsi que ses procédés ne sont pas ceux des citoyens d'Amérique. En outre, la commission trilatérale n'a pas l'intention de soumettre ses avis au suffrage. Quod erat demonstrandum. En latin, ce qu'il fallait démontrer. Alors, petite parenthèse, Sutton était à cette époque, puisqu'il conduisait une interview à la télévision, c'était quand même autre chose comme journaliste que ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il leur cirait un petit peu moins les pompes. Chapitre 4. Des politiques pour un contrôle monopolistique. Les politiques menées par la trilatérale de façon insidieuse et secrète sont à la recherche d'une influence et d'une puissance mondiale. C'est par le contrôle financier que cette entreprise réussit le mieux. L'intérêt enthousiaste que porte la famille Rockefeller et les banquiers internationaux pour cet ordre mondial, la planification internationale et les problèmes planétaires, est la plus sûre indication qui soit qu'ils ont parfaitement compris comment le pouvoir politique peut être traduit en dollars et en centimes. Les membres de la trilatérale, appartenant à l'une des quelques organisations élitistes cherchant à contrôler le monde, ont mis sur pied un trafic d'influence grâce à des entreprises dirigées par leurs amis. Celles-ci se frayent un chemin plus ou moins légal entre contrats publics et contrats privés. Les lois anti-lobbying sont si mal rédigées et si faciles à contourner que dans la pratique, elles ont convaincu tout un chacun de ce que les contrats gouvernementaux étaient faits pour être soumis à toutes les influences. Le fait est que cette porte à tambour est en grande partie contrôlée par des membres de la trilatérale et entièrement contrôlée par les élites, notamment si nous faisons appel à des institutions aussi influentes que le Council on Foreign Relations, David Rockefeller en est depuis bien longtemps le président, ou Skull and Bones de Yale, dont je vous parlais tout à l'heure, comptant parmi ses membres George Bush, Averell Harriman et d'autres personnalités de gouvernement, comme on le sait depuis Al Gore. C'est pour ça que c'était une farce, le combat pour les élections entre Bush Jr. et Al Gore, puisque les deux étaient Skull and Bones. Kissinger Associates est une entité bien connue pour savoir profiter de délits d'initiés afin d'investir dans des affaires gouvernementales. Henry Kissinger, de la trilatérale, fondateur et PDG de Kissinger Associates, qui existe toujours d'ailleurs, est un ancien conseiller à la sécurité nationale et secrétaire d'État des États-Unis. En tant que tel, Kissinger s'est fait des contacts dans le monde entier, a sollicité au moindre besoin, et il a acquis de grandes connaissances en matière de manigance internationale. Kissinger et Associates facturent à des multinationales des honoraires très élevés pour agir en leur nom, à l'intérieur et en dehors des États-Unis. Kissinger emploie son influence acquise aux frais du contribuable américain pour défendre la cause de ses clients. Il ne s'agit bien entendu que d'un trafic d'influence, mais semble-t-il légal, les lacunes de nos lois écrites étant assez cinglantes pour y cacher comme un éléphant. Les choses en resteront ainsi jusqu'à ce que les électeurs exigent que la politique soit séparée de l'économie du monde privé. Le Carlyle Group relève d'un trafic d'influence plus récent. Il a fait l'objet d'un article bien senti et sans complaisance de la New Republic, 18 octobre 1993. Selon ce journal, le Carlyle Group a été fondé par l'ancien banquier d'affaires David Rubenstein pour être une société de capital investissement dénommée d'après l'hôtel Carlyle de New York. L'hôtel Carlyle est depuis bien longtemps un lieu de réunion privilégié par les entreprises. Ayant eu l'occasion d'être hébergé dans l'une de ses suites, votre serviteur, donc Anthony Sutton, a trouvé le bâtiment sombre et trop meublé. Quoi qu'il en soit, il est souvent utilisé par les affairistes et les négociants mondialistes pour conclure leurs affaires. D'après la New Republic, le Carlyle Group détiendrait une participation majoritaire au sein des entreprises qui font des affaires avec le gouvernement américain. Les opérations courantes sont supervisées par l'ancien secrétaire à la Défense Frank Carlucci, membre de la trilatérale, dont toute l'expérience en matière d'expertise est incarnée par les contacts qu'il a gardés au sein du gouvernement et par sa connaissance des rouages de ce dernier.
Parmi les membres du Carlyle Group, nous trouvons l'ancien secrétaire d'État James Baker, grand ami du président sortant George Bush, donc senior, l'ancien directeur du budget Richard Darman, le secrétaire au Trésor Donald Reagan, le président de la campagne de Bush, Fred Malek, George Bush Jr., l'ancien directeur de la CIA Robert Gates, l'actuel président de la Securities and Exchange Commission, la SEC, Arthur Levitt, le co-directeur de l'équipe de transition de Clinton, Vernon Jordan et le politicien Bob Strauss. Ce sont tous d'anciens hommes politiques ayant occupé des postes de cabinet. Ils n'ont rien à revendre si ce n'est leurs contacts gouvernementaux, c'est-à-dire leur répertoire téléphonique personnel. Ils sont tous, directement ou indirectement, liés à la trilatérale. Frank Carlucci se présente lui-même ouvertement dans l'almanach de la trilatérale comme étant vice-président du Carlyle Group et ancien secrétaire d'État des États-Unis. Vernon Jordan est répertorié comme étant associé d'Aiken, Gump, Strauss, Auer et Feld. Le journaliste Michael Lewis de la New Republic nous peint ce tableau. En bref, le Carlyle Group est devenu une sorte de salon des refusés pour le monde du trafic d'influence. Il offre une solution pratique pour ceux qui n'ont rien d'autre à vendre que des contacts, mais qui ne veulent pas avoir l'air d'en faire un commerce. Ainsi, les contacts capitalistes doublent le lobbyisme de Washington, dans le domaine des moyens instantanés d'enrichissement dont disposent les avocats sans scrupules. L'un des premiers grands succès du Carlyle Group fut la grande affaire Esquimau de 1987. Une faille bien pensée de la législation fiscale et bien exploitée permettait aux sociétés détenues en Alaska par des Esquimaux de céder leurs pertes contre espèces sonnantes et trébuchantes à des entreprises viables qui payent alors moins d'impôts. Ces pertes étaient donc réemployées pour réduire les charges fiscales des entreprises et tout le monde était gagnant dans l'affaire, hormis le contribuable américain. Bien évidemment, le Carlyle Group fut au cœur de ces affaires permettant de compenser les pertes de l'Alaska et de dégréver l'impôt sur les sociétés. Des Esquimaux ont été spécialement reçus à Washington pour qu'on puisse leur apprendre à engendrer de façon volontaire des pertes, magouille sur laquelle le condescendant Carlyle Group prenait un pourcentage de 1%. Selon la New Republic, le Carlyle Group jouirait d'une grande expertise pour permettre à des entreprises d'acquérir à bas prix des propriétés publiques. Carlucci ayant dépensé des milliards de dollars de nos impôts pour passer des contrats avec les grandes industries militaires, ces dernières se sont sans doute montrées disposées à regarder avec bienveillance sa volonté d'organiser des ventes privées de ce genre. À en croire Carlucci, tout le monde dans notre milieu essaye de trouver des façons de ne pas tomber dans le système de la vente aux enchères. S'empêtrer dans des ventes aux enchères, c'est le meilleur moyen de perdre beaucoup d'argent. L'idée fut donc de privilégier des ventes privées pour quelques acheteurs triés sur le volet. Ce n'est rien d'autre qu'une conspiration pour frauder sur le dos des contribuables. Mais le département de la justice n'a encore rien fait pour mettre toute cette affaire devant les tribunaux. Frank Carlucci de la trilatérale, dont les exploits gouvernementaux sont qualifiés par Jack Anderson de dévastation causée par la bureaucratie de Frank Carlucci, cette tempête d'homoncules ayant soufflé à Washington est un parfait exemple de la valeur marchande revêtue par les contacts d'ordre politique. Carlucci a travaillé dans toutes les administrations de Kennedy à Bush, dans de nombreux services différents, mais sans jamais avoir fait la moindre contribution capitale au bien commun. Selon Rubenstein, président du Carlyle Group, je cite, « Je reçois les CV des plus grands noms du pays, ceux de juristes qui gagnent 800 000 $ à l'année. Ils m'appellent pour m'affirmer qu'ils travailleraient gratuitement pour nous. C'est presque embarrassant. Mais pourquoi un juriste de Washington voudrait-il travailler gratuitement? Et de même à New York? Tout simplement parce que le Carlyle Group a la réputation de faire de l'argent, beaucoup d'argent, sur le dos du contribuable et qu'il semble être intouchable. On sent pourtant une vague incertitude à ce sujet derrière les derniers mots du chroniqueur de la New Republic. Comment, en connaissant un tel scoop, pourrait-on laisser dans l'ombre de tels agissements? Un monopole monétaire mondial. Les membres de la trilatérale sont à la recherche d'un monopole mondial. Par conséquent, on doit garder à l'esprit cette hypothèse fondamentale. La trilatérale n'a pas intérêt à ce que le système monétaire fonctionne au mieux, ou de façon plus équitable, ou à convenir de ce que l'or est un étalon monétaire plus efficient que ne l'est le papier, ou que tel système monétaire permettra aux plus pauvres de la planète de bénéficier d'un niveau de vie supérieur. Petite parenthèse, vous savez, c'est comme ce concept de tension sur le taux de chômage. Je me souviens plus du nom, ça avait été inventé par les Japonais. Pour garder un taux de chômage
optimum dans la population pour que les salaires ne soient jamais trop élevés. L'objectif premier des membres de la trilatérale est de gérer l'économie mondiale, gérer étant un euphémisme pour contrôler. Ce contrôle est exercé à travers une coordination des politiques de macroéconomie, en dépit des résultats lamentables obtenus par ces mêmes mesures macroéconomiques. Ils arguent de ce que le principal objectif de ce dispositif de contrôle est le maintien de la paix dans le monde. Ils ne reconnaîtraient pour rien au monde le fait historique que cette volonté de contrôle a partout engendré des conflits. Le refus des indépendances nationales ou ethniques est le plus sûr moyen d'en arriver aux luttes armées et aux effusions de sang. D'après leurs propres aveux, les membres de la trilatérale sont obnubilés par le pouvoir politique. Tous leurs objectifs sont subordonnés au pouvoir politique dont la trilatérale a besoin pour mettre en place son ordre du monde tant désiré. Ainsi, dans les pensées de la trilatérale, on ne trouve aucune considération rationnelle sur une éventuelle solution de rechange ou de possibles infléchissements de ses buts. A l'inverse, on y voit un désir irrationnel de contrôler, quoi qu'il arrive, la planète, au nom du mondialisme et du nouvel ordre mondial. Le Triangle Paper numéro 14, intitulé Towards a Renovated International System, vers un système international rénové, conclut que le système monétaire de Bretton Woods, inauguré en 1944, subit déjà des pressions croissantes et que les événements appellent des changements, ces événements étant des assauts répétés contre le dollar ou encore des taux de change trop fluctuants. En la matière, le dessein de la trilatérale est d'établir un nouveau système international, un nouvel ordre mondial fondé sur la coopération et tournant autour de deux aspects fondamentaux devant être les fruits d'une telle collaboration. Un système international de prêt, l'institution de banques publiques internationales. La trilatérale se propose de n'impliquer dans l'établissement de ce nouveau système que 5 pays parmi les plus importants de la planète. Le reste du globe n'aura qu'à suivre la marche comme il pourra. Quelques initiatives en ce sens ont déjà été mises en œuvre, comme un nouvel instrument monétaire international artificiel, les DTS, les droits de tirage spéciaux, créés à l'attention des banques centrales. Avec l'introduction de ces DTS, l'or sera soi-disant éliminé du système monétaire international. Banquiers internationaux et Bancor, papier-monnaie. Les avantages du Bancor concernent les banquiers internationaux plus que n'importe qui d'autre. La solidarité entre les banquiers internationaux de Wall Street, la commission trilatérale et bien sûr les propositions de la trilatérale au sujet du Bancor est plus que manifeste. Les profits qu'engrangent les grandes banques depuis l'étranger sont un fait public et c'est un moyen de mesurer la différence d'importance de leurs intérêts aux États-Unis d'un côté et au sein d'une économie globalisée de l'autre. À l'intérieur du pays, l'intensité du contrôle exercé sur l'économie par les banques internationales a été soulignée dans un rapport publié par le regretté sénateur Lee Metcalfe, Voting Rights in Major Corporations, le droit de vote dans les grandes sociétés. Les noms des banquiers internationaux faisant partie de la commission trilatérale sont donc une affaire publique. Lorsque nous rapprochons ces trois données, 1. La source des profits bancaires, 2. Le contrôle des entreprises nationales et 3. L'identité des membres de la trilatérale, nous mettons le doigt sur une union très significative entre les banques internationales et les efforts fournis par la trilatérale dans le dessein de globaliser l'économie. Le tableau 4.1 classe 12 banques internationales en fonction de leurs profits à l'étranger en 1976. La banque ayant réalisé le plus gros pourcentage de ses bénéfices à l'étranger occupe la première place, tandis que l'institution ayant le plus faible pourcentage en la matière occupe la 12e et dernière place. Ce pourcentage est à confronter aux données de 1970 pour montrer que les recettes issues de l'étranger ont énormément augmenté depuis 1970. La colonne 5 renvoie au classement réalisé par Metcalfe sur le contrôle exercé par ces mêmes banquiers sur l'économie américaine. Il s'agit, parmi les 122 entreprises examinées par un comité du Congrès, du nombre de sociétés dans lesquelles une banque compterait parmi les 5 principaux actionnaires. La 6e colonne indique les membres de la trilatérale comptant parmi les administrateurs de chaque banque. La Chase Manhattan Bank est la banque tirant la plus grosse portion de bénéfices depuis l'étranger, 78% en 1976, ce qui est très élevé, surtout en comparaison de ses 22% de 1970. En bref, l'activisme international de David Rockefeller a fait de la Chase Manhattan Bank une banque mondialisée, en lieu et place de l'ancienne banque américaine. On pourrait dire que David Rockefeller est de facto devenu un citoyen du monde, tout en ayant cessé d'être un citoyen américain. Parallèlement, la Chase Manhattan Bank est gratifiée d'une cote très faible au regard de l'indice Metcalfe. Cette firme ne compte parmi les 5 principaux actionnaires
que de 8 des 122 entreprises analysées par le sous-comité parlementaire, à comparer aux 25 sociétés de la Citibank ou aux 56 de JP Morgan. 6 administrateurs, rien que ça, de la Chase Manhattan Bank, Kissinger est membre du Conseil consultatif international de cette enseigne, faisaient partie en 1976 de la commission trilatérale. En somme, la Chase Manhattan Bank s'intéresse beaucoup, et ce presque exclusivement, à tout sauf aux États-Unis. Ses intérêts financiers sont étroitement liés à la promotion du nouvel ordre mondial. C'est plus qu'évident. La Chase Manhattan Bank diffère de JP Morgan, dont 53% des revenus proviennent de l'étranger, ce qui correspond à un bond de 25% entre 1970 et 1976, avec seulement un représentant de la trilatérale. Des établissements tels que Charter New York, anciennement Irving Trust, et la Chemical Bank ne sont pas du tout incriminés par le rapport Metcalfe et n'ont au sein de leur personnel aucun membre de la trilatérale, ce qui signifie qu'ils ne prennent apparemment aucune part active dans l'instauration du nouvel ordre mondial. Notre démonstration devient plus probante si nous redistribuons les données du tableau 4.1 de façon à mettre en avant la colonne rendant compte de la présence de membres de la trilatérale. En quelques mots, la commission trilatérale est dominée par un nombre réduit de banques internationales, la Chase Manhattan Bank principalement, et c'est une association entièrement tournée vers l'étranger. Dans le même temps, la commission trilatérale a mis la main sur le pouvoir exécutif à l'intérieur des États-Unis. Nous n'avons pas été envahis par les communistes, les Russes ou les Martiens, mais par un groupuscule qui souhaiterait réviser la Constitution pour acquérir toujours davantage de puissance politique et dont les principaux intérêts financiers et économiques s'intéressent à l'étranger et non aux États-Unis. Et petite parenthèse, je pense qu'ils aimeraient bien aussi supprimer de la Constitution le droit des Américains à se défendre eux-mêmes et à s'armer. Comme ça, seule la police et l'armée seraient armées et le citoyen n'aurait plus rien à dire. Je pense qu'ils aimeraient bien ça. Table 4.3. Les banques internationales et la commission trilatérale, 1993. Chase Manhattan Bank, David Rockefeller, Thomas J. Labrecque, PDG, William T. Coleman, Henry Kissinger. Donc, ça, c'est les membres de la trilatérale dans chacune des institutions. Banque mondiale, Jessica P. Einhorn, vice-présidente, Robert McNamara, président émérite. Salomon Inc., John H. Gutfreund, président émérite. Goldman Sachs, Robert D. Hormats, vice-président. Réserve fédérale, Paul A. Volcker, président émérite, conseil des gouverneurs. E. Gerald Corrigan, président de la Réserve fédérale de New York. Et Alan Greenspan, directeur de la Réserve fédérale. Quoi qu'il en soit, les DTS ont du mal à renverser la prééminence de l'or. Les tentatives de maintenir le prix de l'or à un niveau artificiellement bas, à un prix officiel, se sont révélées difficiles à mener et auront finalement montré que même l'influence de la trilatérale reste soumise aux réalités du marché mondial. Et ces réalités du marché ne sont que la somme des décisions individuelles du monde du commerce. La tâche qui attend les gestionnaires internationaux de la commission trilatérale est d'incorporer ces idées monopolistiques au sein du système monétaire mondial pour les y faire porter leurs fruits. Le besoin le plus immédiat et impérieux est de réformer le régime des changes flottants pour affaiblir les mouvements irréguliers des taux de change, jugés, on pouvait s'y attendre, trop dommageables pour le commerce international. De tels mouvements irréguliers ne concernent pas le cours réglementé et fixe de l'or. Toutefois, l'or protège encore la planète des coopérations et autres arrangements internationaux préconisés par la trilatérale. L'or est donc pour ses membres un problème plus délicat encore que les variations des taux de change. Ensuite, il y a la question de la direction d'une banque mondiale. La trilatérale en appelle à une coopération plus poussée, étant donné que l'instauration d'une banque publique mondiale est soumise au stock en or des banques centrales et au cours des différentes devises que sont le dollar américain, le mark, la livre sterling et le franc. L'affaiblissement du dollar est une autre difficulté, en l'occurrence imprévue, notamment parce que cela conduit inévitablement à ce que le dollar ait moins de chances d'être utilisé comme unique étalon monétaire du globe. La trilatérale, avec ses thèses confuses au sujet de l'or, n'a pas su prévoir que la non-convertibilité en or du dollar, décrétée en 1971, serait une plaie lancinante pour le dollar et pour toute coopération internationale, entre guillemets. Les opinions périmées défendues par le Trésor des États-Unis, sous le contrôle de la trilatérale, sont mises en lumière dans une lettre de Gene E. Godley, attaché parlementaire du député J. Kenneth Robinson, pour les affaires législatives en lien avec le Trésor.
Cette lettre nous fait comprendre comment le Trésor a pu perdre des milliards de dollars aux dépens du contribuable. En outre, il y a une grande incertitude quant à la légitimité de l'or en tant qu'étalon monétaire. Ces dernières années, son rôle monétaire a considérablement diminué et son prix sur les marchés a connu des variations incessantes. Dès lors, nos réserves en or ne représentent plus une source certaine de financement pour nos importations. En 1944, lorsque Keynes s'est fait l'apôtre d'une monnaie universelle, l'objectif recherché était beaucoup plus limité que celui que se donnent les politiques actuelles. Le système instauré devait faire régner une compensation multilatérale, une monnaie universelle utilisable dans toutes les transactions commerciales à travers le monde. Citons Keynes, il n'est pas nécessaire pour parvenir à ces fins de dépouiller l'or de ses fonctions traditionnelles. Il suffit d'augmenter et de réguler l'approvisionnement global de l'or et de la nouvelle monnaie pris tout à la fois. Cette nouvelle monnaie ne doit pas être librement convertible en or, auquel cas les réserves d'or pourraient être employées contre elle et nous nous retrouverions à la case départ. Mais il n'y a aucune raison à ce que cette nouvelle monnaie ne soit pas achetable avec de l'or. Alors, petite parenthèse, est-ce que à cette époque, il parlait du futur euro ou peut-être des crypto-monnaies? Je ne sais pas. Lorsque vient la question du nom de la nouvelle monnaie, Keynes conjecture. Comment allons-nous appeler cette nouvelle monnaie? Bancor? Unitas? Ces deux possibilités sont à mon sens mauvaises, mais nos cerveaux ont été incapables de trouver des dénominations plus agréables. On a même proposé Besan, ce qui est intéressant quand on sait que c'est le nom de la dernière pièce internationale, une pièce d'or, qui circulait dans l'ensemble du monde connu d'alors, et cependant 800 ans, pour la simple et bonne raison qu'il s'agissait d'une pièce en or pur, jamais mélangée et dévalorisée. En fait, les deux idées retenues, Bancor par les Britanniques et Unitas par des Américains, présentent des caractéristiques différentes. Le plan préconisé par les Américains, Unitas, devait stabiliser une partie des réserves en or des États-Unis avec la supervision du FMI et le renfort d'un certain montant en monnaie nationale, mais il n'instaurait pas une monnaie internationale à proprement parler. En revanche, le plan keynésien, Bancor, propose une monnaie internationale avec divers aménagements pour encourager une compensation multilatérale. En d'autres termes, aujourd'hui, la trilatérale a exhumé le plan keynésien du Bancor rejeté en 1944. Une comparaison de ces deux systèmes monétaires met en lumière leurs principales différences. Projet Bancor de Keynes, non adopté en 1944. Monnaie universelle, le Bancor. Or accepté en réserve. Non-convertibilité de l'or. Les monnaies nationales ne peuvent être des monnaies de réserve. L'approbation de la collectivité est nécessaire. Projet Bancor, modifié par la trilatérale en 1978, en usage de nos jours. Monnaie universelle, DTS, droits de tirage spéciaux. Or refusé en tant qu'étalon. Non-convertibilité de l'or. Les monnaies nationales ne peuvent être des monnaies de réserve. L'approbation des citoyens n'est pas nécessaire. Le programme Bancor n'a pas été retenu en 1944. C'est désormais un fait avéré que le plan Unitas, dont nous avons parlé supra, de Harry Dexter White, a été adopté et qu'il a conduit les États-Unis au bord de la faillite. Les difficultés que connaît le dollar de nos jours sont directement imputables à Bretton Woods, c'est-à-dire au système Unitas. Aujourd'hui, les membres de la trilatérale sont des animaux politiques, avec des buts tendant vers un nouvel ordre mondial. Ils ne cherchent pas à mettre de l'ordre dans le commerce international, si ce n'est pour placer au sein d'une structure qui leur assurerait le contrôle du monde futur. Le dessein n'est pas de concevoir un système viable permettant de faciliter les échanges commerciaux et d'améliorer les conditions de vie des hommes, mais d'instaurer un système apte à accroître et à préserver l'influence de la commission trilatérale. Cette dernière a proposé de réinventer le système rejeté en 1944, à savoir le Bancor de Keynes, mais modifié afin d'établir une monnaie universelle intégralement dissociée de l'or et des monnaies nationales. L'étendue de la volonté de la plupart des initiés de ne pas tenir compte et même de fausser les thèses soutenues par les défenseurs de l'étalon or est illustrée par une déclaration stupéfiante de Robert Solomon dans un ouvrage subtilement sous-titré « An Insider's View », le point de vue d'un initié. Voici comment Solomon considère les économistes rappelant la légitimité de l'or. Tous ceux qui vouent un culte à l'or, ces adorateurs du veau d'or, ou plus poliment, ces chrysophiles, sont en règle générale animés par l'une ou l'autre de ces préoccupations. 1. Des théories économiques fort singulières qui ne trompent aujourd'hui encore qu'un très petit nombre d'économistes. 2. De la méfiance vis-à-vis de tout gouvernement. 3. Et des objectifs dissidents en matière de politique internationale.
Pour citer de nouveau Robert Solomon, voici son principal argument en faveur du papier-monnaie. Comme il existe au sein de chaque État des besoins de politique économique tendant à maintenir un taux d'emploi élevé et des prix stables, il est nécessaire au niveau international de réaliser un effort similaire pour rendre les politiques de chaque pays, en particulier, en adéquation avec la prospérité de l'économie mondiale. Dans la mesure où il n'existe aucune autorité internationale à même de remplir ces fonctions, cette volonté ne pourra devenir réalité que par les voies de la consultation et de la coopération entre les différents représentants des États indépendants qui se réuniraient pour former une espèce d'assemblée internationale en la matière. Cet épisode et la création peu après de l'European Currency Unit, ECU, donc qui deviendra euro, sont un parfait exemple des lacunes de la commission trilatérale en histoire. Pourquoi les Allemands ont-ils refusé de se ranger aux thèses keynésiennes de stimulation de la consommation ? C'est car deux facteurs, totalement ignorés des chefs d'orchestre américains, sont profondément ancrés dans les esprits allemands. 1. L'essor sans précédent de l'économie allemande à partir d'un degré zéro en 1946, grâce au vieux principe de la libre entreprise et du laisser-faire, en lieu et place des moteurs artificiels du keynésianisme. 2. L'Allemagne a subi deux inflations des prix particulièrement dévastatrices, 1923 et 1946, et lors de ces deux épisodes, le mark a dégringolé à zéro. Les Allemands connaissent les effets de l'inflation consécutive à la stimulation préconisée par les économistes keynésiens. En somme, une association de facteurs divers, le refus des Allemands d'adopter des relances keynésiennes, les débats politiques français et l'effondrement des principaux indicateurs, signalant une crise en 1979, a fragilisé les possibilités de coopération et de coordination à l'international. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi la trilatérale, et notamment sa grande puissance bancaire new-yorkaise, se doit d'aller de l'avant avec le programme Bancor, et pourquoi elle doit développer les pistes balisées par Witteveen, et pourquoi elle doit rendre plus volatiles les réserves monétaires du monde entier en pouvant les influencer d'un simple clic sur ordinateur. Le caractère essentiel et implicite de tout système monétaire global fiduciaire est que ce système monétaire international repose forcément sur des bases précaires, répétant toujours le même manège, emprunt, création de déficits, incapacité de rembourser, dégrèvement ou échelonnement, encore plus d'emprunts. La dette publique doit être partout dans le monde maintenue à un niveau très élevé. Si ces dettes éclataient, il en serait de même pour les banques de New York. Rappelez-vous que la Chase Manhattan Bank tire 78% de ses ressources à l'étranger. Si l'un des acteurs de ce jeu mondial décrète qu'il en a assez, si une banque de New York refuse tout crédit au Zaïre, si la Turquie ou l'un ou l'autre des pays les moins développés font défaut, c'est l'ensemble de ce vaste château de cartes monétaires qui dégringolera. Et c'est le cas depuis la crise de 2008. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une troisième partie de ce livre.